Membre du Conseil national du numérique, membre d'honneur d'Optique, ancien président du chapitre sénégalais d'Internet Society, un des rédacteurs de l'ancien Code des télécommunications au Sénégal, l'universitaire Alex Corentin est l'invité d'Ousmane Gueye ce dimanche dans E-Tech. Le projet de régulation des réseaux sociaux est-il voué à l'échec? Les gouvernants ont-ils compris les enjeux? Quelle éducation au numérique? Serions-nous à l'heure de la régulation punitive dans les télécommunications? Le domaine.sn trouve-t-il preneur? Où en sommes-nous sur la souveraineté numérique? Alex Corentin va aussi aborder le point d'échange Internet à suivre ce dimanche 8 mai 2022 après les éditions de 7h et 12h sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Ce dimanche, nous avons encore l'immense plaisir de vous retrouver. Et devant ce micro, un universitaire, un illustre universitaire bien connu au Sénégal et à l'étranger, Alex Corentin. Bonjour. Bonjour Ousmane et bonjour aux auditeurs et à tous ceux qui suivent ton émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la fidélité. Ça fait quand même quelques bonnes années depuis que nous vous recevons dans nos émissions au Sénégal. Alex Corentin, on vous connaît très bien quand on parle télécommunication, quand on parle recherche universitaire, quand on parle également défense des usagers d'Internet, un Internet ouvert. On y reviendra un peu avec vos anciennes responsabilités. En plus de votre fonction ou de votre titre de consultant dans les télécoms notamment, vous êtes aussi membre du CNN. On parle même de CNN au Sénégal, comme pour faire référence à la fameuse chaîne américaine, le Conseil national du numérique, dont certainement vous allez nous donner des nouvelles au cours de cette émission. Le point d'échange Internet, ce grand projet oublié de l'État, on y reviendra également, en plus bien entendu de ce que nous avons entendu comme point majeur dans la bande-annonce. Première question, j'ai envie d'abord, Alex Corentin, de vous faire réagir à la chaude actualité liée aux réseaux sociaux. Chaude mais pas nouvelle, on en parle depuis. Le chef de l'État a fait une énième sortie pour parler de régulation. Est-ce que dit comme ça, avec autant d'énergie et presque d'autoritarisme, est-ce qu'on comprend finalement les enjeux? J'espère que effectivement on comprend bien les enjeux. Je crois que c'est un enjeu planétaire d'ailleurs quand on parle des réseaux sociaux. Et la difficulté majeure que rencontrent les États ou même tout simplement les régulateurs et le cadre juridique, c'est de pouvoir justement définir un cadre qui s'applique à ces GAFA qui sont externalisés mais qui en fait ont un impact extrêmement important dans toutes les communautés et dans toutes les régions. Alors, en parler, je crois que c'est important d'avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit pouvoir regarder pour éviter les dérives. Mais je pense que là où peut-être on pêche un peu, c'est que avant de réguler, il faudrait peut-être tout simplement sensibiliser, former mieux, encadrer un peu les usages qui ont tendance à être un peu des places de simplement de défoulement, etc. Ce fameux anonymat dont on parle laisse en fait entrevoir toutes les dérives que l'on peut avoir. Mais je pense que il y a un fort effort déjà comment dire, de formation, de sensibilisation, et au niveau le plus bas, il faut qu'on commence à l'école. Il faut que l'on commence très bas et qu'on aille plus haut. Déjà, je pense que ça diminuera un peu ces usages qu'on peut avoir. Maintenant, la régulation, je pense que c'est aussi actuellement une actualité qu'il faut prendre en compte. Parce que quand on regarde aujourd'hui la démarche de l'Union européenne vis-à-vis justement de ces GAFA, la démarche de la Chine au début vis-à-vis de ces GAFA, où ils ont eu à vouloir encadrer l'usage de ces réseaux sociaux à l'intérieur de leur territoire en respectant leurs us ou coutumes, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre à bras le corps et non pas seulement se faire dicter, en fait, la stratégie commerciale de ces GAFA à l'intérieur de nos territoires. Je pense qu'effectivement, on peut en parler au niveau national, mais je pense que le chef de l'État, là, dans la position qu'il occupe en tant que président de l'Union africaine, pourrait étendre justement cette réflexion au sein de l'Union. À l'échelle continentale, c'est ça? À l'échelle continentale, parce que plus on est fort. 17 millions d'individus, avec à peu près un taux de pénétration, même le plus optimiste possible, je crois qu'il est de 30%
d'utilisateurs Internet. Et ça, c'est l'expert en télécom qui parle. Voilà, donc si on regarde bien en termes de part de marché vis-à-vis de Facebook, ou bien de Twitter, ou bien de tous ces réseaux, nous représentons peanuts. Oui, et parfois même on voit certains États, comme on parle d'unité et d'union, on voit certains États se détacher du lot. Si l'eau il existe, bien entendu, parfois c'est le Ghana ou c'est le Nigeria, des géants, bien entendu, africains que l'on connaît très bien. Donc vous pensez qu'il faudrait peut-être agir global, comme on dit, quand on parle des GAFAM, pour que l'Afrique pèse mieux? Je suis persuadé que vu la puissance économique de ces réseaux, la puissance économique qu'ils ont, leur force de puissance financière, seule une stratégie globale peut avoir des chances d'utiliser. D'ailleurs, on peut simplement regarder ce qui s'est passé en Europe, où les pays ont voulu, de manière individuelle, essayer d'avoir un peu une taxation, comme la France, n'ont pas réellement réussi. Ils ont pu réussir que quand l'Union européenne s'est saisie de cette problématique. L'OCDE particulièrement. L'OCDE particulièrement. Et je pense que nous devons avoir la même démarche. Effectivement, réguler, donner des moyens de pouvoir au niveau des... Mais réguler comment et réguler quelle matière en fait? Est-ce qu'on a une prise réelle et intégrale justement sur le cours des choses? C'est ça la question fondamentale quand on parle d'Internet, quand on parle de plateformes qui échappent à nos contrôles en Afrique. Vous savez, réguler, c'est encadrer. Encadrer, c'est pouvoir avoir des... Mais il faut créer un cadre. Est-ce qu'il y a un cadre? Parce qu'un cadre, il peut être physique. Est-ce que le cadre physique existe déjà? J'y arrive. Non, déjà, quand nous sommes dans les domaines d'éthique, il n'y a pas de physique. Il faut qu'on puisse uniquement se projeter dans le virtuel. Le cyberespace. Le cyberespace. Donc, en fait, on est dans le virtuel et on y reste. Quand je parle de cadre, je me dis que moi, je me projette, peut-être que je suis aussi utopique parce que je suis ni juriste, ni autre chose. Mais je me dis que, en fait, les gens ne comprennent que la sanction. Maintenant, la sanction sur des plateformes externalisées, comment la prendre? Et quand je parle de régulation, c'est de dire quels sont les textes juridiques, quels sont les accords internationaux ou bilatéraux qui peuvent être mis en jeu de telle façon à ce que ces dérives que l'on note dans les réseaux sociaux puissent être sanctionnées positivement ou négativement au sein des réseaux, de telle façon à éviter les usages intempestifs. Si quelqu'un publie, par exemple, dans l'ordre de la diffamation, dans l'ordre du vol de données personnelles, déjà la première chose que l'on doit faire, c'est pouvoir éliminer cette infraction. Mais on ne peut pas le faire parce que les réseaux sociaux ont leurs propres règles et en fait, on est attrait à suivre leurs règles, le droit à l'oubli, le droit à l'effacement, etc. Et donc, même un État ne peut pas imposer ses règles vis-à-vis de ces systèmes-là. Donc, il faut qu'on ait un encadrement juridique qui permette, avec un accord, bien sûr, multilatéral ou bipartite, ou bien c'est pour ça que je parle d'Union africaine vis-à-vis de ces GAFA, qui permettent de dire voilà ce que nous acceptons de faire, voilà ce que nous n'acceptons pas de faire, et voilà le cadre dans lequel nous voulons que ça se fasse. Et c'est ça que j'appelle la régulation. Mais les contenus, on ne peut pas les réguler. On sait ça. Parce que régulation des contenus, c'est en fait comme la régulation de la presse et des contenus éditoriaux dans les journaux. Cela répond à la loi sur la presse. L'extension de cette loi aussi, peut-être à ces réseaux sociaux, donnerait des arguments et des armes aux législateurs, aux régulateurs, si je peux m'appeler, est-ce qu'on peut parler de régulateurs, pour pouvoir justement interagir. Parce que quand on parle de réseaux sociaux, on parle de contenu. Donc je pense que la télévision, le CNRA, tel que ça a été fait, il y a donc un organe de régulation de la télévision qui régule les contenus. À l'image du CNRA, à l'image du CORED, je crois, on doit pouvoir trouver des espaces dans lesquels on puisse le faire. Mais on ne peut pas le faire sans sans ceux qui ont les supports. Mais justement, vous parlez du CNRA, vous parlez du CORED. Pour rester sur le cas du Conseil national de régulation de l'audiovisuel sénégalais, il régule, disons, des acteurs bien inscrits dans un cadre qui ne peuvent pas échapper au contrôle de l'État. Par exemple, un Ousmane Gueye qui se conforme très mal avec la loi, on lui coupe son signal, c'est possible. Mais un Sénégalais ou peut-être un Européen, un Arabe, basé quelque part dans le monde, qui est coupable de ce qu'on pourrait appeler des dérives, mais comment on peut faire pour arrêter ce monsieur, par exemple? D'où la problématique globale d'avoir
un accord de coopération avec les plateformes pour pouvoir, si l'infraction est avérée, on puisse avoir l'intégralité des informations concernant l'auteur de l'infraction. Et sachant que nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes rapports à la liberté, justement. Mais exactement, c'est-à-dire nos spécificités doivent être mises en avant. L'Afrique doit se lever dans ce truc en disant nous avons nos spécificités, ce n'est pas les spécificités américaines, le libéralisme total, ce n'est pas les spécificités européennes, on peut dire un peu social-libérales, ce n'est pas les spécificités chinoises, non, je n'ose pas dire le mot, mais on comprend que dans chaque contexte, il y a des spécificités. L'Afrique a ces spécificités aussi qui répondent à un certain nombre de règles. C'est donc derrière des enjeux culturels, des enjeux de civilisation. Exactement, qu'il faut prendre en main, aller discuter avec ces opérateurs globaux, voir dans quel sens on peut avoir justement les moyens de pouvoir inférer avec eux. Il ne faut pas oublier que quand même dans leur déploiement technologique, la majorité de ces plateformes utilisent des caches au niveau des différentes zones sur lesquelles la plateforme a accès. Et la plateforme elle-même peut mettre en place des politiques de filtrage, mais il faut qu'elle ait des interlocuteurs fiables de l'autre côté. Il faut que derrière la communauté puisse dire, voilà l'infraction, nous vous soumettons la requête de supprimer cette information ou bien de nous communiquer, comme on peut la Sonatel, les opérateurs télécoms, quand il y a une infraction sur les réseaux télécoms, donc on peut faire une réquisition à l'opérateur pour avoir les informations sur l'auteur de cette infraction et non pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, aujourd'hui de plus en plus, c'est que en fait ce sont les autorités de cybercriminalité qui vont utiliser des techniques pour essayer de retrouver l'auteur. Je crois qu'on irait beaucoup plus vite si les opérateurs globaux, ces GAFA, étaient partie prenante dans la chaîne d'investigation. Et ça permettrait de répondre à cette question. Comment fait-on pour acter sur cette personne? Alex Corentin, enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de Dakar, expert en télécommunication, ancien président justement d'ISOC Sénégal. Et là, on est au cœur de notre sujet. Nous fait l'honneur et l'amitié d'être notre invité ce dimanche 8 mai 2022 sur e-radio dans votre magazine e-tech. J'ai parlé d'Internet Society. Je peux parler de vous comme donc l'ancien président du chapitre sénégalais d'Internet Society. Comment on peut plaider pour un Internet ouvert tout en se disant, tout en étant convaincu, bien entendu, nous tous nous sommes contre, que les dérives, il faut y trouver une solution? C'était justement le sens de notre dernière contribution quand on a fait... Il y a un équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Je pense que l'équilibre, il est simplement de convenir avec tous les acteurs nationaux que nous devons avoir une certaine souveraineté numérique. Et cette souveraineté numérique, il faut savoir aussi dire de quelle souveraineté numérique nous souhaitons, sur lesquelles nous souhaitons nous adosser. Parce que comme on a une souveraineté territoriale, on a une souveraineté économique, il faut aller aussi sur la souveraineté numérique. Maintenant, décliner cette souveraineté numérique permet de mettre un contexte dans lequel on peut, je pense, raisonnablement bâtir une stratégie nationale. Et c'est ça, je pense, qui est à la base de ce qu'on peut faire. À ce moment-là, on va décliner les différents aspects liés à la société que l'on souhaite bâtir. Vous savez, ce que le motto de l'Internet Society, c'est Think local, act globally. C'est-à-dire, pensez d'abord dans votre environnement qu'est-ce qui est impactant et essayez de le porter au niveau international de telle façon à ce que vous ayez le soutien de la communauté internationale pour justement aller dans le sens où on veut être. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Essayer d'avoir plus de forats dans lesquels on puisse avoir des discussions, que ces problématiques soient plus largement diffusées au sein de l'ensemble des citoyens de nos pays, pour qu'ils puissent comprendre réellement quels sont les enjeux, par exemple de la couverture des télécommunications, de l'accès à Internet qui aujourd'hui doit être prévu, à mon sens, et je l'ai toujours dit, comme un des droits fondamentaux du citoyen. Parce que quand le droit à la communication, le droit à la correspondance... Le droit à la connexion. Voilà, est inscrit dans la Constitution. Le droit à l'information est inscrit dans la Constitution.
Mais le support, l'Internet devient aujourd'hui un élément global qui doit permettre aussi de le faire. Et je pense que ne pas diaboliser cet outil, cette technologie, mais plutôt essayer de promouvoir les usages les meilleurs. Et c'est ça que c'est sur ça que l'on peut bâtir notre souveraineté. Tout à fait, parce que derrière, on l'oublie souvent, ce sont aussi ces outils, ces GAFAM, des vecteurs, disons, économiques qui font marcher l'économie. Ça permet au monde de dialoguer, ça permet de mettre des ponts entre les différents peuples. Est-ce que finalement, à force de parler des dérives, on ne finirait pas, Alex Corentin, par oublier les avantages liés à ces plateformes? Justement, c'est ça, aujourd'hui, le risque que nous avons, c'est ça. On oublie de dire que si les GAFA sont ici, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue économique, nous avons un certain facteur de rentabilité. Aujourd'hui, sur les informations, quand vous allez sur Google, vous recevez des publicités locales. Ça veut dire que nos acteurs locaux qui veulent faire la promotion de leurs produits payent à Google des sommes pour que les internautes sénégalais puissent voir des publicités et achètent. Donc, il y a bien un circuit économique. Et ce circuit économique, dont les dividendes sont engagés par les GAFA. Amazon, aujourd'hui, vous verrez de plus en plus qu'Amazon livre au Sénégal. Donc, vous achetez à l'extérieur, vous êtes livré. Mais en fait, quel est l'apport économique est là. C'est-à-dire, si l'on parvient à bien comprendre ce qu'on veut faire, même ces acteurs, c'est ce qu'on fait en France aujourd'hui, ce qu'on a fait en Europe. Je crois que le dernier acte qui a été posé par l'Union européenne est clair. C'est-à-dire, aujourd'hui, celui qui fait des transactions dans un pays donné doit donner la part et sa contribution à l'économie du pays qui est là. Donc, on paye des produits. Et c'est cette partie cachée que les gens oublient et qui a un impact économique extrêmement fort. Parce qu'aujourd'hui, la promotion d'une image, la promotion d'une société, la promotion d'un produit passe par la publication de ces produits sur les GAFA. Oui, mais vouloir coûte que coûte justement réduire les réseaux sociaux aux dérives qui s'y passent, est-ce que ce n'est pas biaiser déjà le problème? Autrement dit, que les politiques aient ce genre d'argument à un très haut niveau, est-ce que finalement ça ne biaise pas nos politiques en matière de numérique? Tout à fait. Ça, je suis tout à fait persuadé qu'effectivement, ça biaise énormément justement les enjeux qu'il y avait. On a tendance un peu dans nos sociétés, il faut quand même savoir le reconnaître, avoir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on regarde toujours ce qui est négatif et qu'on ne met pas en avant ce qui est positif. Mais est-ce qu'on comprend d'abord? C'est la grande question. C'est la grande question. Si ils ne comprennent pas, ça veut dire que nous, en tant qu'écosystème du numérique, acteurs du numérique national, on n'a pas notre voix au chapitre ou bien on n'est pas assez entendu. Et je crois qu'on en a beaucoup parlé, Ousmane. Je me disais, mais quand est-ce qu'on va avoir notre espace dans les médias, dans lequel chacun d'entre nous pourra promouvoir justement ces aspects-là et les partager avec les autres. Il est important aussi que peut-être l'État, je pense qu'il faut qu'on, je ne sais pas, j'en appelle peut-être au chef de l'État, il faut qu'on ait un conseil national, un conseil national du numérique présidentiel. Non, commençons par le conseil présidentiel du numérique pour lui présenter un peu et pouvoir discuter de tous ces aspects. Mais il y a d'abord le Forum national du numérique, cadre dans lequel sont discutés les grands enjeux, notamment liés aux startups où vous voulez plus. Mais ce sont des... Je me dirais, excusez-moi, je vais peut-être blesser certaines personnes, mais pour moi, ce sont des micro-forats. La majorité, ils se passent tous à Dakar. Ce sont chacun l'un sur la sécurité. Vous avez Optique avec... Mais il y a quand même des acteurs qui viennent des régions. Pas suffisamment, à mon sens, pour avoir un impact certain. Ni aussi pas suffisamment pour avoir le retour d'expérience de ceux qui sont dans les régions. Mais est-ce qu'on se soucie d'ailleurs de l'impact dans nos sociétés, notamment en termes de digital? On fait beaucoup de choses, mais rarement on s'attarde un peu sur l'impact. On fait des choses, on avance, on crée de nouveaux concepts, on lance de nouvelles initiatives. On est un peu lancé dans une course éternelle, visiblement. Oui, moi, effectivement, si vous voulez, moi j'ai l'impression que je suis comme Sisyphe, quoi.
On se retrouve des fois dans cet exemple comme si on prend la pierre, on la roule jusqu'au fond de la montagne et redescend. Et c'est vrai. C'est des fois un sentiment que l'on a. Mais la faute à qui, c'est difficile à dire. À nous-mêmes, sûrement. À tout le monde? À tout le monde, globalement. Pourquoi? Parce que quand regardons... Déjà, je vais prendre un exemple qui est factuel. Aujourd'hui, Jeune Afrique a fait un article sur la capacité et la place du Sénégal dans le monde des développeurs. Vous avez sûrement pu... Il s'est sorti il y a quelques jours. J'ai pu partager. Que vous avez partagé. Mais c'est qui a fait ce constat? C'est un média externe qui a une vision externe du Sénégal qui dit mais il y a une force extraordinaire au Sénégal. Et le constat de Jeune Afrique, c'est quoi? C'est que la moitié de ces gens-là s'expatrient. Nous n'avons pas construit une connaissance. Aujourd'hui, plutôt quand vous parlez à certaines autorités, ils vous disent on a un gros problème de formation. On n'a pas suffisamment d'acteurs pour pouvoir mettre une économie numérique en place. Si 50% de ces produits qui peuvent justement aller promouvoir cette économie numérique, ils s'expatrient. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, répondons au pourquoi et après avançons. Mais peut-être parce que tout simplement, nous n'avons pas conscience de cette opportunité qui se présente pour pouvoir en faire des réussites. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des champions du numérique au Sénégal. Il nous manque des licornes, c'est-à-dire des gens qui sont capables de mobiliser des fonds pour pouvoir répondre à certaines exigences. Il nous manque la prise en compte totale du numérique sur l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays. À commencer, bien sûr, et ça, c'est la mission régalienne de l'État. L'État, l'administration publique devrait être aussi au maximum numérisée dans le sens en lequel cela crée de la valeur ajoutée. Parce que ce sont des sociétés locales, et ça, le contenu local dont on parle dans le pétrole, il faut qu'on en parle dans le numérique. Que ces solutions qui seraient apportées à ces problématiques soient faites par des locaux en utilisant les ressources locales. Ça nous fait monter en compétences, ça nous fait monter en termes d'expertise et du coup, on peut avoir des réponses qui sont là. Et je crois que c'est là le chemin que je vois, moi. Oui, ancien président du chapitre sénégalais d'Internet Society. Au Sénégal, les hautes autorités parlent, on vient de le voir, hein, Alex Corentin, régulièrement des dérives sur les réseaux sociaux. Et pourquoi on ne s'indigne pas avec peut-être la même énergie de la fuite de nos données quand, par exemple, des firmes d'autres pays viennent chez nous et s'occupent, par exemple, de marchés aussi stratégiques que l'identité, entre autres. Pourquoi on ne s'indigne pas là aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une indignation sélective, comme on dit? Mais en fait, on s'indigne. Je pense que derrière, ça dépend... Mais qui s'indigne? Mais généralement, les acteurs du numérique, qui s'indignent le plus souvent parce qu'eux, ils ont connaissance de ces aspects. Et donc, ils s'indignent. Mais le problème, la problématique qu'on avait, c'était la problématique de trouver les solutions. On a longtemps, en fait, la loi est venue avant la réalisation du potentiel technique que nous avons. On n'avait pas de data center. Il n'y avait pas de data center public sur lesquels les gens pouvaient abriter leurs données. Donc la majorité des prestataires ou la majorité des acteurs s'appuyaient sur des data centers externes. Deuxièmement, donc pour une fois, le droit à devancer le numérique. Voilà, parce que quand on a parlé, quand le CDP, la Commission des données personnelles et la loi sur les données personnelles Internet, elle a dit on ne doit pas externaliser les données numériques. Très bien, mais si on n'a pas de data center, comment répond-on à cette exigence? Et ça, c'était une problématique qui aujourd'hui, je pense, est levée. De par l'effort d'investissement de l'État, justement dans la mise en place du data center public, je pense... à celui de Diamniadio. Il y a des data centers aujourd'hui de plus en plus... privés aussi, notamment des opérateurs. Privés dans le truc. Et certains ministères aussi, sensibles, ou bien de droit régalien, ont aussi généralement leur infrastructure propre qui nous permet aujourd'hui d'assurer une certaine souveraineté. Je pense que derrière tout ça, il faut que l'on parle de souveraineté. Et d'asseoir le cadre de notre souveraineté. Si on parvient à le faire de manière extrêmement claire, justement, on pourra justement avoir des champions. Deuxièmement, la loi sur les marchés. Il faut qu'on aille très loin sur les marchés publics. Il faut que les marchés publics intègrent dans ces marchés, non pas simplement la clause de la compétence, mais la clause du fait d'avoir un acteur local qui y soit associé.
Si on n'a pas ces compétences, il faut qu'il y ait une clause de transfert de compétences. C'est ce qu'a fait la Malaisie à l'époque. La Malaisie est devenue un champion en 10 ans. Comment? Tout simplement parce que l'ancien Premier ministre de Malaisie avait mis cette clause. On commence, et chaque fois qu'il y a un nouveau truc, il faut nécessairement qu'une société locale soit mise en place ou impactée par le projet. De telle façon que quand on a besoin d'évoluer sur ce projet, on n'a plus besoin de l'acteur international. Il ne faut pas dire qu'on peut tout faire aussi, parce que là aussi, il faut être réaliste. Nous n'avons pas le même plateau technique que les multinationales pour pouvoir dire qu'on sait tout faire. Mais on peut essayer. Mais on peut justement y aller, à condition de pouvoir bénéficier de ce transfert de compétences. Le professeur Alex Corentin, universitaire, expert en télécommunications, un des rédacteurs de l'ancien code des communications, à l'époque on parlait de télécommunications de 2011, et notre invité ce dimanche 8 mai 2022 dans ITEC sur iRadio. Une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières infos de ce dimanche, et l'on se retrouve juste après. Ousmane Gueye sur iRadio. Alex Corentin, universitaire, expert en télécommunications, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Avec Alex Corentin, nous faisons le tour, bien entendu, des télécommunications, sachant que si on parle réseaux sociaux, on parle aussi des supports, du support, donc les télécommunications. Mais en plus de cela, on parle bien entendu d'autres sujets, notamment, et ça nous permet d'en parler même à l'instant même, Alex Corentin, ce fameux Conseil national du numérique, vous avez été coopté de même que d'autres Sénégalais. Ça donne quoi depuis le temps? On avait mis beaucoup d'espoir sur ce Conseil national du numérique. L'espoir est mort avec l'imparfait? Non, je pense que non. Je pense que malheureusement c'est conjoncturel. Comme on dit, le temps politique n'est pas le temps est différent peut-être du temps de la société. Et du temps du numérique aussi, hein? Le numérique, il va très vite. Le numérique va très vite et bon, les aléas, donc, et les contraintes qui sont liées justement à la gouvernance peut-être de l'État. Vous parlez un peu à ce poste de Premier ministre qu'on tue et qu'on ressuscite? Bon, je n'irai pas jusque-là, mais disons que... Je parle du poste, hein, de la primature. Donc, ce que je peux dire, c'est que nous avons effectivement été cooptés. On a vu ça avec beaucoup, puisque c'était inscrit dans la stratégie SN 2025. Comme étant un des actes majeurs, d'avoir un organe qui puisse consultatif, qui puisse suivre un peu justement le secteur du numérique et donner des avis et suivre les différents dossiers, les différents axes de travail justement. Et ce conseil consultatif ouvert à tout. Comme ça fera un travail de moins peut-être au conseiller du président. Mais disons que ce serait plus, on ne peut pas être acteur et régulateur. À mon avis, c'est le problème. L'État avait une vision. Il était important pour elle qu'elle ait quelqu'un qui puisse contrôler et effectuer le suivi qui soit extérieur à l'État. Parce que je pense que si l'État est son propre évaluateur, malheureusement, on ne voit pas la réalité des choses. Donc, nous avons accueilli ça avec beaucoup de sérénité, en se disant que c'était effectivement très important. Donc, cet organe a été rattaché, bien sûr, à la primature. Et après, la primature a disparu. Il a fallu nécessairement, je pense, au niveau État, essayer de reprendre les textes pour essayer de ramener ça dans la nouvelle structure de l'État telle qu'elle doit être faite, etc. Donc, ce qui a, malgré que l'installation du Conseil a eu lieu par le Premier ministre à l'époque, effectivement, après, les textes, justement, qui devaient régir la gouvernance du Conseil, le Conseil a été dit, mais il fallait derrière mettre en place une structuration, une présidence, etc. N'a pas pu être pris, donc jusqu'à présent, nous sommes encore, moi je suis optimiste, bien qu'aujourd'hui je pense que notre mandat est fini, mais je suis optimiste sur le fait que peut-être le chef de l'État devrait reprendre cette structure, l'ouvrir et effectivement l'utiliser à bon escient. Pour donner un peu une image à l'auditeur, on a l'impression que le Premier ministre vous a installé.
Il vous a laissé dans la salle, après il est parti, vous n'avez pas pu faire votre travail et entre-temps, le temps imparti était terminé. D'une certaine manière, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un problème juridique. Parce qu'on était, la tutelle était assurée par le Premier ministre qui assurait donc la présidence de facto de ce Conseil national du numérique. Ce poste ayant disparu, donc au niveau texte, qui peut pas la prendre, c'était difficile à acter. Donc d'autres ont pensé, excusez-moi, d'autres ont pensé qu'il faut que la tutelle soit désormais le ministère de l'économie numérique. Au moins, ça fait moins d'aléas. Je pense que ça pourrait être fait à ce niveau-là, mais je pense que ça pourrait à deux niveaux. Je pense que c'est transversal. Le numérique est transversal. La mission, là aussi, on a une problématique qui est liée un peu à la gouvernance du numérique au niveau de nos États. Parce que la gouvernance du numérique, on peut l'entendre comme étant prise en charge par l'autorité administrative en charge, c'est-à-dire le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de choses du numérique, en fait, impactent aussi les autres ministères, que ce soit le ministère du Commerce. Tout à fait, mais il faut qu'il y ait un ministère qui porte la politique étatique et, en l'occurrence, c'est le ministère de l'économie numérique. Oui, mais la difficulté, justement, dans ce que j'appelle l'attelage gouvernemental, c'est que après il y a des querelles, des difficultés de préséance sur l'utilisation du numérique. C'est pour ça que est-ce que sera cette même transversalité? Bon, je sais que la SN 2025, par exemple, la stratégie nationale 2025, il y a le ministère des Finances qui intervient, il y a le ministère de l'économie numérique qui intervient, il y a d'autres ministères qui interviennent aussi. Et là, là, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et je pense que, par exemple, si le Conseil national du numérique avait pour essence justement de vérifier l'impact du SN 2025 dans toutes ses composantes, l'éducation, la formation professionnelle, etc., être attaché à un ministère particulier risquait d'être un facteur handicapant. Du moins, c'est mon avis. Maintenant... Mais le président, pour donner un signal fort, on sait qu'il a beaucoup fait hein, pour les acteurs du numérique, ça on peut le constater, ce n'est pas un commentaire, mais pour couronner le tout, peut-être le président pourrait prendre en charge ce CNN directement. Je pense que... Ça peut se faire? Du moins, ça dépend vraiment. Je ne suis pas spécialiste en gestion administrative ni dans les principes régaliens de l'État, mais je pense qu'effectivement, cet aspect transversal avec une vision assez haute... Mais dans d'autres pays, les présidents arrivent à l'antenne et animent des émissions dominicales. Ça, c'est peut-être une charge trop lourde comparée à un président Macky Sall qui gère directement le CNN pour donner un signal fort aux acteurs. Peut-être pas gérer directement, mais en assurer la tutelle. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, je pense que derrière, le président est à même de déléguer ses pouvoirs à qui il veut. C'est ça, c'est dans le principe régalien et dans les charges du chef de l'État. C'est lui qui nomme aux fonctions et c'est clair. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Maintenant, huiler la communication, faciliter la communication pour avoir le maximum d'impact. C'est-à-dire de pouvoir avoir aussi des indicateurs de performance qui puissent être mesurables et atteints et surtout qu'on puisse récupérer ces indicateurs de performance parce qu'ils vont venir de multisources. Je pense que la réflexion est belle parce que ce que vous dites est tout à fait vrai. L'État, peut-être le président, peut-être aussi l'acteur qui doit prendre en charge cette question. Je pense que c'est au niveau de ses priorités, de ses actions que ça doit venir. Mais en fait, pour moi, c'est une bonne idée. Une bonne idée, il ne faut pas la jeter. Elle n'a peut-être pas été mise en application, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de pertinence par rapport à l'environnement que nous allons faire. Nous voulons, je crois tous, nous avons la même volonté de faire de Sénégal un hub du numérique, de promouvoir l'économie numérique, d'utiliser le numérique pour notre développement futur et pour nos enfants. Et pour que comme le moteur de croissance d'ailleurs, hein, comme le dit le PSE. Voilà, dans les 30-40 ans à venir, il faut que le Sénégal joue pleinement son rôle. Et ça, je pense que à cet enjeu-là, nous voulons tous, nous cherchons simplement les instruments. Et je crois que c'est le rôle de l'État de mettre en place les instruments nécessaires, peut-être pour pouvoir justement qu'on puisse aller dans ce sens-là.
Alex Corentin, notre invité ce dimanche 8 mai 2022 sur iRadio. Alors, les télécommunications, plus précisément, on parle de régulation, parlons de régulation des télécoms maintenant et régulation de la poste aussi au Sénégal. Après ce communiqué de la RTP qui réaménage en quelque sorte les pénalités infligées aux opérateurs, autrement dit, l'opérateur en plus de verser, disons, un montant X ou Y pour réparer un peu ces problèmes de, disons, ces manquements liés un peu à la qualité de service. Et il est désormais condamné à investir un peu dans les infrastructures. C'est une bonne trouvaille? Oui, en tout cas, à ma lecture, premièrement de la première sanction, qui était un montant que l'on prenait au niveau des opérateurs, et qui allait pour le verser au trésor. Le verser au trésor. Sans que ça ne revienne directement à l'usager, en tout cas d'un point de vue immédiat. Moi, disons que je dirais sans que ça revienne, qu'on ait la certitude que ça reviendra directement dans le secteur. D'accord. D'accord. Maintenant que ça s'est converti avec une offre d'investissement, de telle façon que l'investissement et la somme qui est reversée à l'État représentent la totalité, je crois, de la pénalité qui a été donnée à ces opérateurs. C'est une très bonne idée parce que ça veut dire que ceci revient à l'acteur pour corriger les manquements sur lesquels il a été épinglé. Ça fait moins de régulation punitive, pour reprendre le mot de Sékou Dramé? Exactement, je pense que c'est une bonne voie. Mais il faut aussi être sûr que l'on puisse s'assurer qu'effectivement c'est mis en place dans cet aspect-là. Et ça, je crois que c'est là que le défi. On avait mis en place le fonds de développement du service universel qui justement devait... Lève des suites. Voilà, devait pourvoir justement à ces manquements qui ont été notés, c'est-à-dire les zones blanches. Moi, j'appelle pas ça des zones blanches, hein, j'ai un autre terme, j'appelle des zones économiquement non rentables. Pour moi, nous n'avons pas suffisamment de montagnes et de vallées pour que le signal ne puisse pas traverser. Nous sommes un pays relativement plat. Et je dis, et normalement, le FD Sud devait servir à ça. Le fonds de développement du service universel devait justement servir à financer ces aspects. Maintenant, effectivement que l'opérateur le fasse sur fonds propres, mais avec un regard de l'État sur l'effectivité justement de ces investissements qui répond à ces exigences justement de services universels qui étaient mis dans leur cahier de charges mais qui n'ont pas respecté. Mais je salue ça vraiment des deux mains, mais je pense qu'il faut aussi donner des délais. Dans quel délai ces investissements devront être faits? Quand est-ce qu'ils vont être mesurés? De telle façon à avoir une mesure à la fin de cette prestation pour pouvoir... En tout cas, c'est le travail de la RTP. Hein? C'est pour ça que la RTP est payée. Voilà, c'est le travail de la RTP. Il faut donc que la RTP aille au bout de sa logique. D'accord? Et puis, donc, à ce moment-là, nous donner après, à la terme, les preuves qu'effectivement, les opérateurs ont utilisé ces fonds à ses besoins. Je pose la question suivante à l'ancien rédacteur, ou en tout cas à cet acteur-là qui a rédigé en partie le code des communications, des télécommunications de 2011. Est-ce que le fait que, au lieu de privilégier forcément l'aspect financier, mais plutôt de mettre aussi, disons, de prévoir, par exemple, cette obligation d'investissement, est-ce que c'est dans le texte? Je vous pose la question parce que il y a quelque temps, nous avions reçu à ce même micro Khalidou Gaye, directeur du contentieux des affaires juridiques de la RTP, et qui disait effectivement que ce n'était pas dans nos textes, que la sanction ne pouvait être que pécuniaire, financière. Et je crois qu'il a tout à fait raison, ce n'est pas dans le texte. Mais donc on est sorti du texte alors? D'un point de vue, en tout cas, oui? Du point de vue peut-être réglementaire et juridique. Du point de vue réglementaire... L'illégal, c'est ce qui n'est pas légal, c'est tout. Du point de vue juridique, moi je pourrais dire qu'à ce moment-là, on peut dire que la sanction financière a été revue à la baisse. Donc on est dans l'esprit du texte. Oui, mais est-ce qu'elle est revue à la baisse, justement? Non, mais j'en fais une interprétation. D'accord? Pas au sens chiffré du terme, en tous les cas, voilà, que je sache. Au sens chiffré du terme. C'est-à-dire, si on reste dans le truc, effectivement, les textes, parce que n'oublions pas que derrière, il y a le nouveau code des télécoms, effectivement, les sanctions sont généralement liées à un pourcentage du chiffre d'affaires tel que ça a été dicté, tel que ça a été dit par le conseiller juridique de la RTP. Le directeur des affaires juridiques.
que je salue au passage parce que je connais bien. Donc, c'est vrai. Mais non, mais bon, il y a l'esprit et la lettre. Je crois qu'il faut aussi qu'on arrête de vouloir rester sur la lettre. C'est-à-dire dire, elle est pécuniaire, ça ne peut rester que... Il y a l'esprit, il y a une sanction. Il faut être assez intelligent pour s'adapter. Oui, mais sauf qu'à l'époque, quand même, le directeur des affaires juridiques avait exclu toute alternative, disons, oui. Je crois que quand même, il faut qu'il interprète les textes en tant que directeur du contentieux, mais il n'est pas décideur. Quoi qu'on puisse dire, la RTP est une agence d'État. L'État est régalien. Je pense qu'il faut quand même que chacun sache raison garder. Moi, à mon avis... C'est une autorité indépendante, dit-on? Je ne voudrais pas rester dessus, je pense qu'on a... Mais c'est important, Alex Corentin, c'est important quand même, les mots sont importants, sinon on ne les utiliserait pas. Si on applique les nouveaux textes, je pense que oui, on a vu les dérives. Et vous connaissez très bien nos textes en plus. On a vu les dérives qu'il peut y avoir justement au niveau de l'interprétation des textes. Je pense que c'est important aussi que derrière la société civile puisse s'y prononcer des fois et apporter des éclaircissements. Et que aussi nos juristes puissent nous apporter des éclaircissements sur ce qu'on appelle une autorité indépendante. Je crois que je ne veux pas citer des choses que je ne maîtrise pas tout à fait parce que je ne suis pas de domaine juridique. Mais je pense qu'aujourd'hui, si l'on regarde le dernier texte, le dernier code de loi qui fait de l'autorité de la RTP, ce n'est plus en fait, on fait toujours une chose. Ce n'est pas l'agence de régulation des télécommunications et des postes. Aujourd'hui, c'est l'ARCPCE. Aujourd'hui, c'est l'agence de régulation des communications électroniques et des postes. C'est l'ARCEP qui a été mise en place, le dernier code de télécom. Mais l'enseigne n'a pas changé, on l'aurait oublié? Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être un oubli ou bien je ne peux pas, je ne suis pas dans les seins d'un saint, mais le dernier code de télécommunication qui est actuellement en vigueur met en place l'ARCEP. Deuxièmement, elle redéfinit les missions de l'ARCEP et donne pleine puissance au conseil de régulation. D'accord? Et là, l'indépendance est faite par le conseil et non pas par le directeur. Et normalement, toute décision aujourd'hui qui doit sortir de la RTP doit être motivée par le conseil de régulation. En fait, c'est ça qu'il y a dans les textes. D'accord? Ce que l'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité sur peut-être les décisions du conseil de régulation. Comment on appelle ça, du collège de régulation. Et je pense que ça, c'est un élément peut-être qu'il faut voir, parce que les textes disent qu'effectivement il y a le conseil. C'est le conseil de régulation qui décide en toute souveraineté. C'est ça que dit aussi le code des télécoms. Mais en toute souveraineté, vis-à-vis de qui? C'est important aussi. Mais de savoir, à savoir. Vis-à-vis des textes qui le régissent, je crois qu'il y a quand même cette flexibilité. On a dit en fait dans le texte, je pense, je ne me rappelle plus texte, je ne suis pas juridique, encore une fois, je le dis, on a dit la pénalité c'est au maximum tel temps, tel pourcentage ou au minimum tel pourcentage en fonction de telle ou telle infraction. C'est ce que dit en fait le code des télécoms. Il n'y a pas de montant fixe, il y a au maximum à hauteur de ou bien jusqu'au maximum de. C'est-à-dire que l'appréciation est de laisser au régulateur de pouvoir moduler en fonction de l'infraction la pénalité qui est faite à l'opérateur. C'est ça que j'ai compris moi. Hein, je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris. Ça veut dire qu'il faut que simplement on fasse confiance à cette autorité indépendante. Je dis l'autorité indépendante dans la mesure où le conseil de régulation prend en charge l'intégralité des décisions et les motifs comme fait aujourd'hui la Cour suprême. Comme toutes les grandes cours, celles qui sont chargées de dire le fait, sont là pour justement motiver leur dire. Voilà, c'est ça que je pense. Oui, la dernière décision de l'ARTP là-dessus, est-ce que finalement, elle n'est pas la meilleure option? Est-ce que finalement, le directeur général de Sonatel n'a pas raison en parlant de régulation punitive? Parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'on parle de manquement, on pense à l'argent, alors que l'argent peut ne pas revenir directement, en tout cas immédiatement, aux usagers privés d'une très bonne qualité de connexion dans le Sénégal, des profondeurs par exemple. Je suis persuadé, je partage parfaitement l'analyse du DG de la sécurité. Pour moi, c'est un bien. Encore, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos précédent, hein, le fait que la sanction dans un secteur revienne au secteur est un élément relativement important. C'était prévu dans les textes précédents. Dans le texte, de toute façon, c'est prévu. Parce que normalement, qu'est-ce qui est prévu? Quand il y a une pénalité qui est faite, il y a une partie de cette somme qui va au FSDUT, obligatoirement. En dehors même du chiffre d'affaires annuel des opérateurs? En dehors de la participation, dans les pénalités aussi, il y a une contribution
C'est moins connu cela, oui, c'est moins connu. C'est pour ça que derrière, j'ai dit, en tout cas moi, ce qui me satisfait dans l'affaire, c'est que, donc, il y a ce principe de réversion dans le secteur qui permet de régler réellement ces insuffisances. Donc il y a une obligation pour l'opérateur de respecter les exigences qui ont été mises en face dans un délai donné. Pour moi, je salue ça. Alex Corentin, notre invité ce dimanche sur e-radio. Très rapidement, une dernière question certainement sur les télécoms, quoique ça ce soit un peu votre cœur de métier aujourd'hui, votre grande passion, les télécommunications. La dernière question sur ce sujet, elle va tourner un peu sur l'avenir. Aujourd'hui, comment moderniser notre régulation? Parce que la régulation, si j'ai très bien compris, elle doit jouer un peu l'équilibre entre l'État, les populations, donc les usagers et le régulateur, les opérateurs télécoms. Comment moderniser cette régulation et en faire, pour reprendre un peu le terme de l'autre, une régulation moins punitive globalement? Moi, je pense que déjà, le premier aspect, c'est qu'il faut déjà armer le régulateur. C'est-à-dire qu'il soit suffisamment pourvu en compétences. Il lui en manquerait? Je pense pour un certain nombre de points, on peut peut-être, parce que des fois on entend que des audits sont faits par des sociétés externes, etc. Par un certain nombre de prestations sont effectuées des fois par des sociétés. C'était le cas d'ailleurs, lors de la dernière mesure. Mesure qui a été contestée par les opérateurs sur le fait qu'effectivement, etc. Je pense qu'il faut déjà qu'elle soit réellement indépendante. Mais est-ce qu'il y a un aspect contradictoire là-dessus? Parce que on dit effectivement que c'est prévu que l'opérateur qui n'est pas satisfait puisse contester un peu ces chiffres ou cette mesure, mais il peut le faire comment? Est-ce que techniquement il est en mesure de le faire justement? Oui, mais je pense que la charge de la preuve, c'est toujours, je crois que c'est notre législation qui est comme ça. Hein. Et le contradictoire est permis. C'est-à-dire quand on vous dit que vous avez fait telle faute, vous avez le droit d'appeler un expert extérieur pour essayer de faire du contradictoire. Et quand vous allez devant un juge, vous avez l'avocat à la défense et l'avocat à charge. Je pense que là, sur cet aspect-là, je pense qu'il n'y a pas trop à redire. Mais je pense que mettre en évidence justement, peut-être, si l'opérateur ne peut pas être, le régulateur ne peut pas disposer effectivement de ces mesures, parce qu'en fait, c'est cher et très onéreux de voir ses compétences sur toute une année, alors qu'elle exécute ses missions que périodiquement. Et je pense qu'à ce moment-là, l'autre option serait peut-être d'aider à la mise en place d'un opérateur, d'un prestataire national qui puisse effectuer cette mission de telle façon à pouvoir garder cet esprit d'indépendance. Je pense que c'est ce que j'appelle, ça revient toujours dans le cadre de la souveraineté numérique. Il faut qu'on ait une souveraineté de telle façon qu'on puisse effectuer nous-mêmes nos aspects. Et je crois que c'est sur ça que nous devons aller. Je pense que les missions sont assez bien déclinées dans les textes. Hein, et je pense qu'il n'y a pas de problème en la matière. Il y a, c'est peut-être comme on dit, il y a la mise en musique, la mise en œuvre avec les lourdeurs administratives. C'est compliqué parce que les lourdeurs administratives dans un secteur aussi mouvant que les télécoms, le moment où vous prenez une décision, un an après vous la mettez en application, vous n'êtes plus quand même tout à fait en phase. On reste sur cette préférence nationale, pour ne pas dire sur cette souveraineté numérique nationale. Le point SN, Alex Corentin, on vous reconnaît, on vous distingue bien entendu aussi sur cet aspect de votre combat pour le numérique au Sénégal et certainement ailleurs en Afrique. Le point SN, on en est où exactement? Est-ce qu'il y a de l'engouement? Et peut-être d'abord en une minute expliquer l'enjeu un peu lié à ce point SN, c'est quoi? Pourquoi on devrait avoir un point SN et non un point .org ou un point .fr? Ben, écoutez, moi, ça c'est sur choses sur lesquelles je m'exprimerai avec plaisir. Aujourd'hui, le point SN, peut-être reclarifier un certain nombre de choses. Le point SN, qui est en fait l'identifiant du Sénégal sur Internet, et je dis toujours aux gens, c'est à l'image du drapeau du Sénégal. Le drapeau Sénégal identifie le Sénégal, le point SN identifie le Sénégal sur Internet. Donc, est géré par l'université Cheikh Anta Diop, qui, en tant que... C'est le NIC Sénégal? Donc, à travers une structure, le NIC Sénégal, qui aujourd'hui, quand même, il faut le savoir, est adossé à un centre universitaire de recherche et de formation aux technologies de l'Internet, le Curie.
dont je salue d'ailleurs le directeur. Idrissa Sarr. Donc, on a essayé de formaliser ça et là, je continue peut-être à assister cette nouvelle direction dans le transfert de compétences sur l'opérateur du point SN, ce qu'on appelle l'opérateur. Donc, le point SN, c'est quoi? Pour moi, c'est le drapeau du Sénégal. Donc, pour moi, c'est aussi un moyen de promouvoir le contenu local. Parce qu'être en point SN, c'est identifier le contenu par rapport au territoire. Donc, si l'on veut dire quel est le contenu que fait le Sénégal, utiliser cette extension permet réellement, dans les statistiques, de pouvoir faire apparaître la part contributive du Sénégal dans les contenus sur Internet ou dans les différents aspects qui peuvent être mis en exergue pour l'attractivité de notre territoire. Oui, mais est-ce que, bien entendu que je défends le point SN, mais est-ce que l'inconvénient à l'Escorantin ne serait pas que finalement que ça crée quelques restrictions? Par exemple, un grand site assez réputé, bien réputé, disons au Sénégal, avec un point SN, est-ce que l'Ivoirien, le Malien, le Français ou le Canadien pourraient s'y reconnaître? Est-ce que géographiquement, ce n'est pas restrictif un peu? Oui, non, mais je pense qu'il s'agit de stratégie. Je pense que, comme on dit, l'économie numérique, c'est une notion de stratégie. Toute société a son marché local. Son marché local, elle va vouloir l'impacter du point de vue local. Elle a son marché international. Attention, ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Le même site peut être aussi bien décliné en point .sn, en point .com, en point .org, en point Côte d'Ivoire, en point... Ça ne pose aucun problème. Je te remercie de cette opportunité de partager encore avec l'ensemble de ton éditoire, que je sais très large, et je t'en félicite, et de pouvoir donner ma modeste contribution à tous les aspects sur lesquels on a discuté aujourd'hui. Merci infiniment Alex Corentin, merci pour cette disponibilité, cette fidélité aussi, parce que comme on l'a rappelé en début d'émission, ça fait déjà longtemps depuis que nous vous recevons dans nos émissions, l'occasion encore une fois de vous dire merci infiniment, comme on peut le dire aussi à l'endroit de nos auditeurs qui nous sont fidèles depuis le début. Merci à tout le monde, merci infiniment d'avoir été encore une fois au rendez-vous. Excellent dimanche et excellente semaine.